Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui dans le cadre du hangar de l'école de vol C3P qui a gentiment accepté de nous recevoir pour cette première vidéo du pôle aéro. Alors je vais d'abord me présenter, je suis Cédric Leballois. J'ai une double casquette, je suis enseignant de l'éducation nationale et pilote professionnel avec à peu près 2000 heures de vol en instruction. Mon idée en créant la société Pôle Aéronautique, c'est de créer un lien, un pont entre l'aéronautique et le monde de l'éducation nationale. Vous verrez que ça a son importance. Alors le thème du mois, ça va être l'explication, la place du BIA dans l'aéronautique. C'est-à-dire le BIA n'est pas tombé comme ça par hasard et n'arrive pas sans qu'il y ait d'explication à sa présence, d'autant plus que c'est une spécificité française, c'est-à-dire qu'on a un BIA uniquement en France et nulle part ailleurs dans le monde, il n'y a une organisation qui correspond un petit peu à ce qu'est le BIA en France. Donc il y a quand même quelque chose à comprendre ici et vous allez voir que je vais pouvoir relier le BIA à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la formation des jeunes dans l'aéronautique en France. En 1936, le gouvernement de Léon Blum arrive au pouvoir, c'est ce qu'on a appelé le Front populaire. Et une des premières décisions qu'ils vont prendre, c'est la nationalisation des entreprises aéronautiques. Il fait ça pour deux raisons principales. La première raison, qui est politique, c'est qu'il veut éviter les mouvements sociaux, les grèves, qui sont encouragés par le patronat, car le patronat, avec un gouvernement de gauche, a peur de l'instauration en France d'une sorte de gouvernement un petit peu communiste. Donc ça fait très peur aux patrons et donc ils encouragent les grèves de façon à déstabiliser le gouvernement de Léon Blum. Le deuxième point, c'est que tôt ou tard, ce gouvernement sait très bien qu'il va falloir s'engager militairement contre l'Allemagne nazie. Pour ce faire, il faudra une armée moderne, bien armée, notamment d'un point de vue aéronautique. Et là, la France est vraiment en retard sur ce qui se fait à l'époque. Et pour ce gouvernement, la meilleure solution retenue à l'époque, c'est la nationalisation des entreprises aéronautiques. Cette nationalisation va donner naissance à ce qu'on a appelé les sociétés nationalisées des constructions aéronautiques, les fameuses SNCA, qui seront déclinées en SNCA Nord, SNCA Sud, etc. Et ces SNCA vont donner naissance, après la guerre, à des grandes compagnies qui placeront la France sur le devant de la scène aéronautique mondiale. On pense à Sud Aviation, mais aussi à Airbus qui découle, et l'aérospatiale aussi découle de ces SNCA. Donc tout ça, c'est l'histoire aéronautique française, donc très intéressant. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que le ministre de l'Air de l'époque, Pierre Cot, est un fervent défenseur de l'aéronautique et notamment de l'idée populaire de l'aéronautique. Et il va profiter de la nationalisation pour étendre l'aéronautique aux classes populaires. Et pour ce faire, il va avoir une idée de génie. Jusque-là, l'aviation des années 30 est réservée à une classe élitiste, des personnes haut placées ou des cadres de l'armée. Pierre Cot, qui est un malin, lui va s'appuyer sur deux leviers pour démocratiser notre aéronautique. Le premier, ce sont les aéroclubs. On passera de 90 aéroclubs en 1932 à plus de 324 aéroclubs en 1937. Et ça, sous l'action de Pierre Cot. Son deuxième levier va être de demander à l'éducation nationale de mettre la main à la pâte. Donc d'un côté, on va agir sur les aéroclubs et de l'autre, on va agir sur l'éducation nationale. Pierre Cot, alors ministre de l'Air, avec son ami Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, va créer l'aviation populaire. Et ils vont créer ce qu'on appelle les SAP, les sections de l'aviation populaire. Dans le cadre de l'école, dès 9 ans, ils vont mettre en place une éducation première, basique, notamment généralement à l'aide de maquettes, une éducation à l'aéronautique. Les gens qui auront suivi l'éducation à l'aéronautique pourront ensuite aller vers une licence aéronautique. Les conséquences seront tout à fait énormes. Non seulement les aéroclubs augmentent comme jamais, mais l'aéronautique entre dans l'éducation nationale. Évidemment, si on parle de bilan, le bilan de l'aviation populaire n'est pas si joyeux que ça.
Il n'y a finalement pas énormément de pilotes qui sont formés et en plus l'armée n'est pas très ouverte à utiliser ces pilotes-là pour la guerre de 39-45. Après la guerre, le gouvernement de Charles de Gaulle va continuer cette action entreprise par le Front populaire et en augmenter l'impact. Ça donnera naissance au brevet élémentaire des sports aériens qui peu à peu, au fur et à mesure des différentes formules, donnera lieu en 1968 au BIA tel qu'on le connaît actuellement à peu près. Il y aura quelques changements. La dernière mouture, le dernier texte, c'est 2015. Donc vous voyez qu'on a affaire à quelque chose qui est remis au goût du jour au fur et à mesure du temps. Alors évidemment, il y a une leçon à tirer de tout ça, il y a quelque chose de très intéressant. Le gouvernement du Front populaire a eu cette idée géniale de populariser l'aéronautique et son recrutement, et ce en allant chercher dans deux directions différentes. Un, en direction des aéroclubs, et deux, en direction de l'éducation nationale. Ce double mouvement a propulsé la France, évidemment, il faut aussi compter avec les nationalisations, au premier plan mondial de l'aéronautique. Dans ce paysage, le BIA est vraiment l'outil d'une ouverture de l'aéronautique et de ses différents métiers à toutes les couches de la population. Et il n'y a aucun autre exemple dans le monde d'une telle organisation qui permette d'utiliser l'éducation nationale pour former des pilotes. Alors voilà pour ce passage dans l'histoire du BIA, mais bien évidemment, le BIA appartient à l'éducation nationale en quelque sorte. C'est un diplôme qui est organisé par l'éducation nationale et il ne faudrait pas confondre ça avec l'aéronautique. L'aéronautique appartient, quant à elle, à une autre organisation administrative. Donc quand on parle d'aéronautique, on ne parle pas vraiment de BIA. Le BIA est une organisation à part. Donc l'aéronautique, elle, est composée d'une organisation internationale qui va émettre des règlements et ensuite ces règlements sont intégrés par chaque pays dans leur propre organisation nationale. En France, c'était anciennement la DGAC, depuis qu'on appartient à l'Europe, c'est l'EASA. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc bien sûr, on a parlé aujourd'hui beaucoup d'administratif et d'histoire. Donc vous inquiétez pas, ça ne sera pas comme ça à chaque fois. Les prochains thèmes prévus pour les vidéos du mois suivant, ça sera comment les avions volent. On aura des vidéos aussi sur comment les compagnies font pour économiser énormément d'argent. Donc des thèmes qui seront peut-être un peu plus légers, peut-être un petit peu plus fun, on va dire. Eh bien, il me reste à vous dire au revoir et merci pour votre patience et votre passion. Tu viens d'inventer ? T'as vu, oui. Je vous laisse avec quelques images du magnifique hangar de C3P qui a bien voulu nous accueillir. Vous trouverez, si ça vous intéresse, le lien vers leur site dans la description de cette vidéo. Eh bien, j'espère vous revoir très bientôt et je vous dis au revoir.